Bonsoir, vous venez de découvrir avec moi le décor de cette nouvelle émission Star à la barque avec Catherine Barma et Thierry Ardisson. Nous allons vous proposer une fois par mois. Star à la barre, c'est, et vous allez vous en rendre compte tout au long de cette émission, au fil des minutes, un tribunal pas tout à fait comme les autres, avec des invités, avec leurs témoins, leurs avocats, et puis un jury. Un jury composé de 7 personnes. Généralement, dans les tribunaux, il est composé de 9 personnes, mais il a été sélectionné, ce jury, de la même manière qu'on sélectionne des jurés pour n'importe quel tribunal. Ce jury va devoir ce soir répondre à 2 séries de questions au cours de 2 audiences différentes sur le même thème, le mariage. Alors la première audience, je peux vous le garantir, ne devrait pas être trop triste. La deuxième, en revanche, sera beaucoup plus sérieuse et c'est un problème grave que nous traiterons, celui des mariages mixtes. Pour cette série sur les mariages mixtes, nous aurons pour la première fois dans l'histoire de la télévision 2 avocats qui viendront plaider en direct devant des caméras. Il s'agit de Maître Paul Lombard et Maître Jacques Vergès. Nous ouvrons donc la première audience avec le premier avocat. Je ne sais pas si on dit premier avocat ou première avocate. Sylvie Joly. Les deux se disent, Monsieur le Président, les deux se disent, ne vous Alors, inquiétez pas. dois-je vous appeler maître ou maîtresse? Maître, enfin, si vous m'appelez dans l'intimité, je préfère que vous m'appeliez maîtresse. L'autre avocat de cette première audience, c'est le plus nul des avocats. Il nous a été prêté par Canal+. C'est Alain Chabat. Bonsoir, maître Chabat. Bonsoir, José. Vous avez été un peu libéré de nulle part ailleurs. J'ai l'impression, on ne vous y voit plus. Tout à fait, on a arrêté la quotidienne au début de l'année, donc ce qui permet de se consacrer à des émissions spéciales, dont la première aura lieu le 26 novembre prochain sur Canal. D'accord, on parle également de la nuit la plus nulle. Voilà, et d'un disque avec Barclay, vous voyez qu'on n'est pas rancunier. Pour l'organiser. Merci beaucoup. Je vais appeler la première de nos stars à la barre ce soir, Monsieur Eddie Barclay. Bonsoir Eddie Barclay. Bonsoir. Je suis désolé de vous convoquer à la barre et non pas au bar. J'ai l'impression que c'est un endroit que vous préférez généralement. Nettement, mais j'ai ce qu'il faut derrière là. Très bien. En réalité, vous appelez Édouard Ruot. C'est oui, exact? Ça c'est mon faux nom, oui. Oui, vous avez 67 ans. Exactement. Vous êtes, selon le Who's Who, et c'est notre référence ici à Star à la barre, vous êtes chef d'orchestre-compositeur. Est-ce toujours vrai? Entre autres choses, oui. On peut trouver d'autres professions? Oui, producteur de disques, producteur d'émissions de télévision éventuellement. Vous avez découvert pas mal de grands talents, hein, si j'ai bien lu votre biographie. Absolument. On peut évoquer quelques noms rapidement comme ça? Vous les connaissez, ça a été les plus grands de la chanson française pendant 35 ans, inclus nos amis Jacques Brel, Aznavour, Léo Ferré, Jean Ferrat, Claude Nougaro, Nicoletta, Dalida. Très beau palmarès, mais c'est d'un autre palmarès que nous allons parler ce soir, Eddie Barclay. J'en ai peur. Celui de vos mariages. Vous êtes marié 8 fois. Oui. Donc vous avez divorcé 7 fois. Absolument. Vous pratiquez, paraît-il, le ski, le tennis de table et la pétanque. C'est toujours vrai? Toujours vrai. Et vous avez 40... Et l'amour aussi. Et l'amour. Oui. Et pourtant, vous avez, dirais-je, 46 ans d'écart avec votre femme actuelle, Caroline. Mais oui, c'est presque vrai tout ça. Merci Son beaucoup, père Eddie Barclay. pourrait être mon fils, et que je suis très content comme ça. Je vais vous demander de rejoindre votre avocat, Maître Joly, car je vais appeler notre deuxième star à la barre ce soir, Daniel Gilbert. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ça vous ennuie que je donne votre âge? Pas du tout. Pas du tout, je le dis. J'ai déjà donné. Vous l'avez déjà donné? Si vous voulez, en quelque sorte, je crois que la femme d'Eddie Barclay plus moi, eh bien, ça fait l'âge d'Eddie Barclay. D'accord, donc ça fait 45 ans pour vous, voilà. ce qui vous concerne.
Vous êtes, selon Wouzou, toujours animatrice, productrice à la télévision. C'est toujours vrai? Non, c'est plus vrai. Tout à fait. Plus tout à fait. Ça se sait. Vos diplômes, licence d'allemand, diplôme de l'université de Heidelberg. Oui. Et Entre autres. Entre autres. Et lettres supérieures, Hippocagne. Très bien, vous avez fait une carrière avec Midi Magazine, Midi 30, vous avez été productrice. Oui, mais j'avais commencé avant. Avant, bien avant. Ah, vous n'avez pas tous les à Télé renseignements. Auvergne. Télé Oui, Auvergne. j'avais été élue par les téléspectateurs auvergnats. Je l'ai noté. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Je reviendrai. Oui, mais j'ai pas dit quand. Bon, bah on attend toujours. Hein. En tous les cas, François avait fait un référendum pour votre retour Oui. en 1984. Vous vous Oui. souvenez du résultat? 97,9% pour. Bon. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Et il y avait Télé 7 jours aussi. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Gilbert. Vous allez vous asseoir à côté du plus nul des avocats, Alain Chabat, qui vous attend Oui, mais qu'est-ce que je l'aime. à bras ouverts. Alors, je rappelle les 3 questions, et je vais donner les 3 questions qui se posent au jury ce soir. La première est la suivante. La vie d'Eddie Barclay est-elle un échec ou une réussite? Deuxième question. La vie de Daniel Gilbert est-elle un échec ou une réussite? Et troisième question. Est-il bon, c'est un petit peu la conséquence des 2 premières, est-il bon d'être marié en 1988? Et tout d'abord, je vous propose un premier document qu'il faut verser au dossier d'Eddie Barclay. Juillet 45, Eddie Barclay épouse Michel Barrault pour s'en séparer 3 ans et 5 mois plus tard. 2 août 49, c'est le tour de la citoyenne Nicole Vandenbusch, Madame Barclay pendant 12 ans. Bel exploit. 30 juin 65, c'est Marie Steinberg qui a la joie d'annoncer à son entourage ses noces féeriques avec le barbe bleu de l'industrie phonographique. De cette union qui dura 55 mois naquit un superbe bébé. 5 juin 70, Béatrice Châtelier, nouvelle Madame Barclay. Une bien belle plante dont il divorcera pour épouser 2 ans plus tard Michel Desmazures, celle qui assure. Décidément, Barclay ne sait plus quel prétexte invoquer pour rencontrer une fois de plus son désormais ami le maire de Neuilly-sur-Seine. 82, la collection s'enrichit d'une pièce avec la rusée Daniel Poinceau. Qu'il quittera 16 mois plus tard pour convoler de justes noces avec mademoiselle Cathy Esposito, 7e Madame Barclay. Un bien beau couple qui se séparera 3 ans plus tard avec l'arrivée de Caroline, 20 ans, qui deviendra à l'espace d'une inoubliable cérémonie la 8e Madame Eddie Barclay, celui-ci portant gaillardement ses 67 ans. Et n'en déplaise à Corneille, la valeur attend souvent le nombre des années. Eddie Barclay, vous êtes ému quand vous revoyez toutes ces images de tous vos mariages? Oui, c'est beaucoup d'amour, et beaucoup d'amour vrai surtout. Alors, il y a une question beaucoup plus terre-à-terre que se pose la plupart des gens. Est-ce que lorsque vous divorcez, vous versez de l'argent et vous donnez une pension à tous vos ex-femmes? C'est arrivé, je les ai soutenus souvent, en tout cas, je les ai jamais laissés dans la misère, évidemment. Ça doit vous coûter cher, non? Relativement. Maître Joly, c'est un dossier bien noir que nous venons de découvrir, d'entendre et de voir. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la défense d'Eddie Barclay? Eh bien, Eddie, je le connais depuis qu'il est tout petit. Bon, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Ben, il était assis à la terrasse du café de la Poste, le café de Maman Barclay, à regarder les couples déambuler sur le boulevard. Est-ce ça qui aurait créé chez lui un rapprochement d'idées? Les couples, le chiffre. Toujours dit-il qu'un jour, il m'a dit, il y a du chiffre à faire là-dessus. Là-dessus, il parlait des couples, de l'accouplement, au sens du mariage, bien sûr. C'est pour ça qu'au 4e mariage, on a vraiment décidé de se structurer. Et nous avons monté la Barclays Wedding Company. Ah. Si vous voulez, la Barclays Mariage Company. Et simultanément, mon fils Michel a ouvert une filiale. C'est la Barclays Breaking Company. Autrement dit, la Barclays Rupture Company. Du verbe to break, casser. Non, car qui dit wedding, dit breaking, c'est le pendant. Si vous voulez faire du chiffre, vous faites du wedding, vous mariez, suivi de breaking, vous cassez. L'un ne va pas sans l'autre. Un bon breaking peut coûter jusqu'à 150 000 $. Ne l'oublions pas.
Alors, côté breaking, avec les chamailleries, comme il y avait pas mal de casses, bris de glace, bris de vaisselle, donc on a monté une petite structure de miroiterie et porcelaine légère, mais qui rapporte bien. Et surtout, nous avons un support psychothérapique. Car le breaking, la rupture, entraîne des lézardes. Alors, c'est Liliane, la cousine d'Eddie, une Suissesse charmante. Non, mais elle a une carte de travail, hein, attention. Hein. Non, ça se passe parfaitement en règle, ne vous inquiétez pas. Non, Eddie et moi, on adore, on a horreur, je veux dire, de l'illégalité. Liliane a donc ouvert un petit centre de soins qu'on appelle la Polyclinique of Barclays Psychological Breaking. Pour les jeunes divorcés et leur entourage, et ça marche très très bien. Ma position est simple. Je dis à l'heure actuelle, où tout le monde cherche des idées pour créer des emplois, nous, Monsieur le Président, Barclays, entre toutes les filiales, nous employons 427 personnes à poste fixe. Économiquement, c'est un boom énorme. Quand on voit des gens comme Danielle Gilbert qui est là, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à ça? Je pose la question. Économiquement, elle pèse quoi? Elle va acheter 2 boîtes pour son chien et pour son chat. Et sortie de là, quoi? Qu'est-ce qu'elle crée comme emploi? Médiatiquement, nous faisons un travail harassant. Et qui offre son corps en pâture à la liesse populaire? Après certains voyages de noces, je voudrais que vous voyiez l'état physique dans lequel il est. Il est complètement aplati. Si vous saviez ce qu'il débourse. Mais c'est dingue. Si les 10 ou 15 millions de Français qui sont actuellement sur le marché du travail, je veux dire sur le marché du mariage, avaient le cran de se marier au rythme de Barclay, mais la France, ça serait Disney World. Ça serait Barclay World, mieux que le festival de Rio. Il y aurait 250 000 mariages par jour. Un mariage toutes les 30 secondes. Les pâtissiers, les photographes, les couturières, les psychiatres, les notaires, les orchestres, les avocats. Quel oxygène pour tout ce monde-là. C'est pour ça, Eddie, moi qui connais l'œuvre que tu es en train d'accomplir, d'essayer d'accomplir pour ton pays, quand je vois qu'on te cherche des poux dans la tête aujourd'hui, j'ai envie de dire, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors ne mollissons pas, Eddie, monsieur Eddie, et surtout toi. Un peu de calme, s'il vous plaît. Merci, Maître Joly. J'ai vu un sourire sur le visage de Danielle Gilbert. Et pourtant, j'ai également un document très noir à verser à votre dossier. Oui, mais vous savez, l'esprit de dérision commence par soi-même, alors je suis aguerrie à tout. Allons-y pour les images. Cette charmante première communiante fera quelques années plus tard la double page centrale d'un magazine libertin. La grande Duduche fut révélée par son premier amour dénommé Jacques Martin. Déception. Elle se réfugie entre les pattes de Yuki, le toutou qu'il est joli. Après une brève incursion en politique, Danielle atteint son zénith en 1981, date d'un état de grâce qui allait marquer sa disgrâce. Je suis très émue de vous dire au revoir et... Et puis je voudrais vous dire qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on nous a demandé de partir, et puis que nous n'avons rien d'autre après, et puis qu'après tout il faut vivre d'espoir, et puis qu'il faut être gai. Et je vous promets que les émissions de demain et d'après-demain seront gaies parce que c'est ce qu'on vous doit à vous, public, qui nous donnez tant de joie.
1987, la pure Danielle Gilbert tombe dans les griffes du diable, en l'occurrence celle de l'infâme pornographe professeur Choron qui révèle l'ex-star du Midi 30 sous un nouvel angle. Flambeau qui sera repris quelques semaines plus tard par le non moins cochon magazine Lui, qui offre au regard lubrique de ses lecteurs une Danielle Gilbert drôlement culottée, bien qu'elle ne porte justement pas de culotte. Certains ragots prétendent que le célèbre producteur de film X, Marc Dorcel, l'aurait contacté pour être la future vedette de Blanche Fesses et les 7 mains. Affaire à suivre de près. Un dossier noir. C'est pas trop noir? Non, non, mais je pense simplement que celui qui a fait le film est un peu obsédé, quoi, c'est tout. Comment obséder Daniel Gilbert? Parce qu'il a quand même occulté. On prend au sans faire hasard. de jeu Nous de prenons mots. ici un star à la barre au hasard, 2 revues. Oui, mais il y en a eu d'autres. Il a occulté, sans faire de jeu de mots, d'autres revues. Peut-être. Peut-être. Daniel Gilbert, je crois quand même que votre image a évolué depuis que vous faisiez de la télévision, depuis 1981, et beaucoup même. Bah, si vous voulez, je n'ai jamais cherché à avoir une image, j'ai simplement évolué en tant qu'être humain, c'est tout. Il y a 2 façons de faire ce métier, c'est d'avoir une image et d'essayer de coller à cette image, ou bien tout simplement de se contenter d'exister. Alors c'est ce que j'ai voulu faire. Maître Chabat, vous avez quelque chose à dire pour la défense de votre cliente Daniel Gilbert? Tout à fait, votre honneur. Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, maître, de quoi est accusée ma cliente? Ma cliente est accusée de célibat. Elle n'est pas mariée. Mesdames et messieurs les jurés, ma cliente, vous la connaissez, ou du moins vous pensez la connaître, on l'a vu à travers ses reportages, l'Auvergne, chamalière, une licence d'allemand, Hippocagne, la Grande Duduche, 1m70 au garrot, montée comme un âne de passage à Cajar, une grande fille très simple. On croit tous savoir d'elle. On sait qu'elle est vidée de la télé en 1981 par un certain pouvoir, pour raisons politiques. On sait qu'elle est réintégrée en 86 par un certain pouvoir, pour raisons professionnelles. Non. Sur ce point, la presse a été unanime. De l'humanité à Paris Match, unanime. Vous me direz, de l'humanité à Paris Match, pas mélanger les torchons au quotidien avec les serviettes périodiques. Et vous aurez raison, je suis tout à fait d'accord. Mesdames et messieurs les jurés, combien de fois avez-vous entendu des sarcasmes sur ma cliente? 1000 fois, 100 000 fois, des millions. Ma cliente est gourde, nunuche, voire même con comme une bite. On prétend... Oh, j'ai entendu toutes ces choses. On prétend qu'elle a tourné 76 fois autour d'un pâté de maison parce que son clignotant était coincé. On raconte qu'à la question « Avez-vous lu Shakespeare ?» elle a répondu « Non, c'est de qui ?» J'ai entendu toutes ces choses, Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, maître, j'ai la preuve, ici, que toutes les insinuations sur la prétendue bêtise de ma cliente sont fausses. Alors là, normalement, quand un avocat dit j'ai entendu, machin, en général, le jury, les gens font oh. Donc, si vous pouvez juste me faire. Donc, je vous le refais. Mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, maître, j'ai la preuve que toutes ces insinuations sur la prétendue bêtise de ma cliente sont fausses. C'est pas mal, faudrait peut-être. Moi, j'aurais mis. Ok. Avouez que je ne suis pas... La preuve, la voici. Mademoiselle Danielle Gilbert, 715 multiplié par 833. Attendez, donnez-moi 2 secondes. 595 595. Maître, vous pouvez vérifier, votre honneur. Excusez-moi. C'est exact, maître. Nous sommes d'accord. C'est bien la preuve flagrante, Monsieur le Président, que ce n'est pas comme certains pensent. Ce n'est pas comme certains pensent que, donc, parce qu'elle est donc C'est la trop... preuve que je suis une littéraire. Voilà, tout à fait. C'est une littéraire. Et ce n'est pas parce qu'elle est trop con pour trouver un mari, mais bien parce qu'elle a choisi le célibat. Et pourquoi a-t-elle choisi le célibat? Mesdames les jurés, je m'adresse tout particulièrement à vous. Vous savez comment arrêter un homme de tirer? Mariez-le.
L'homme marié ne baisse plus, et ça, ma cliente l'a bien compris. Et c'est pour rester comblée qu'elle a choisi le célibat. Qui l'en blâmerait? Vous êtes marié, maître? Je ne suis pas marié. Ma cliente est la gentillesse, la courtoisie, l'éducation faite femme, mais c'est une femme. God damn it, c'est une femme. Pourquoi les hommes auraient-ils le monopole? Quoi, les vieux auraient le droit de croquer de la chair fraîche et les vieilles non? Je dis c'est du sexisme. Du sexisme, Monsieur le Président, du sexisme. Tout le monde aime prendre ou mettre un bon coup. C'est normal. All we need is love, chantait le regretté John McCartney. La vérité, mesdames et messieurs les jurés, c'est qu'Eddie et Daniel ont des besoins l'un comme l'autre. Mais ils l'expriment différemment. Je dis, marions-les, Monsieur le Président, marions-les. Merci. Merci, maître. Merci, maître Chabat. Je vais demander à Eddie Barclay de revenir à la barre pour un instant, pour lui demander tout d'abord si, dès qu'il aura divorcé de Caroline, il est prêt à épouser Daniel Gilbert. Ben, ça dépend de son compte en banque, personnellement. Ah, c'est une affaire d'argent, Ça maintenant. peut être une affaire d'argent à nos âges. Mais je pourrais toujours la faire travailler dans la photo, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'elle aura encore un bon train de vie. Très bien. Arrière, arrière. L'arrière-train de vie, oui. Excusez-moi. Je ne vous le fais pas dire. Vous avez été marié 8 fois. Est-ce que vous pensez que vous avez rendu heureuses toutes vos compagnes, épouses? Dans l'ensemble, oui, je pense. Bon, pas au moment des ruptures, évidemment. Mais au début, si. Et écoutez, Eddie Barclay, je vous propose de vérifier avec 3 d'entre elles. Je m'appelle Béatrice Châtelier-Marchand et j'ai épousé dans les années 70 Monsieur Eddie Barclay. C'était mon premier mariage, mais lui, il en était à sa 4e épouse. J'étais toute à mon adolescence, j'ai vu un monsieur très gentil et qui avait la même moustache que mon père. C'est vrai, il se ressemble un peu. Je m'appelle Michel, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et d'ascendance japonaise et française. Et sur ma route, sur ma longue route, j'ai rencontré Eddie Barclay. Et nous avons vécu ensemble de 1971 à 1977. Je m'appelle Danielle, je suis artiste peintre. J'étais la 6e femme d'Eddie Barclay. Je me suis mariée avec lui en 82. La journée de mon mariage a été très très triste. Je crois que ça a été la plus mauvaise soirée de ma vie. Quelle épreuve! J'ai passé ma nuit à serrer des pinces. C'était terrible. C'était terrible. Tous les gens qui arrivaient, ils me repéraient. J'avais un énorme truc sur la tête. C'était épouvantable comme idée. C'était un mari très sérieux, très exigeant, très... à part les faits, tout ça, pour moi, c'était presque à la limite de l'ennui, parce que quand quelque chose se répète trop, et trop obligatoire, finalement, ça manque de fantaisie. On ne vous demande rien, à la limite. Il vous suffit d'être agréable. Si vous pouvez être cultivée, tant mieux. Être souriante. Je n'avais jamais rien à décider. Même pas d'aller me baigner, même pas d'aller manger du poisson grillé. Je m'apercevais que j'étais plus prisonnière qu'à la maison, que chez papa-maman. J'ai rien fait, j'ai pu rien faire. Je me suis mortellement ennuyée, parce que quand on peut s'occuper de rien, on s'ennuie dramatiquement. Je crois qu'à chaque fois, peut-être n'était pas très clair, mais je crois qu'à chaque fois, il était très amoureux de la femme qu'il épousait. Je crois qu'il est amoureux de personne. Si, il est amoureux de lui, c'est tout. C'est quand même pas un type qui s'éclate complètement, qui prend sa vie. Non, c'est pas ça du tout chez lui. Je crois capable de te faire suivre quelqu'un s'il a besoin d'être sûr qu'il ne doit pas avoir confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que la chose qui m'a fait le plus de peine et qui m'a le plus choquée, c'est quand j'ai découvert qu'Eddie enregistrait et écoutait mes conversations téléphoniques sans que je le sache. C'était pire que de rentrer dans une salle de bain ou dans une chambre à coucher sans frapper. Ça faisait longtemps que je voulais partir, mais je ne savais pas trop comment le dire. J'avais un petit peu peur quand même. Hein. Si je revenais,
il essayait de m'imposer sa manière d'être et de vivre les choses. Et je savais que ça, c'était impossible. Donc il avait décidé de ne pas divorcer. Il allait partout en disant, moi je ne veux pas divorcer. Moi je veux que ma femme revienne. Je ne veux pas divorcer. C'était... Notre divorce, c'était un roman. Il n'aime pas la femme. Il n'est pas gentil avec une femme. C'est un peu un mirage aux alouettes. Il vous attire dans une vie qui semble merveilleuse et en fait, il n'y a rien pour vous. Tout est pour lui. C'est son organisation, c'est sa façon de vivre, c'est ce qu'il aime. Et puis il faut suivre, puis c'est tout. Quand on s'est séparés, vraiment, je pensais qu'il n'aurait aucun mal à se retrouver des épouses brunes et typées, et l'avenir l'a prouvé. Eddie Barclay, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Ah, oui. Commençons par les fausses. Il y a beaucoup de choses fausses. Les écoutes téléphoniques n'ont jamais existé, d'une part. Parce que moi, je fais confiance à mes femmes. Quand je suis avec une dame, je l'aime et je fais confiance complètement à ma femme. Bon, mais il se trouve que certaines m'ont trompé. D'ailleurs, justement, celle qui parle si bien ne s'est pas vantée de m'avoir trompé. Oui, mais c'est du passé. Non, mais enfin, je veux dire que il y a du vrai et du faux, mais la seule chose qui soit vraie, c'est que d'abord, au moment où elles se sont elles-mêmes mariées, elles m'aimaient, et au moment où je me suis marié, je les aimais d'une façon totale. Et qu'après, il est arrivé des histoires dans la vie qui ont fait que peut-être n'avaient-elles pas suffisamment de personnalité pour imposer leur façon de vivre, ce qui est tout à fait possible, mais je les ai tout de même bien aimés et bien fait vivre, si j'ose dire. Vous êtes quand même un monsieur assez jaloux. Pas vraiment. Ce n'est pas forcément un défaut. Non, je ne suis pas vraiment, je suis pas très jaloux. Pas maladif en tout cas. Eddie Barclay, je vous remercie. Je vais demander à votre épouse, Caroline, de venir à la barre maintenant. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous avez entendu les trois femmes d'Eddie Barclay? Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous infirmez ce qu'elles disent? Non, ça m'a beaucoup surpris. Enfin bon, pas en ce qui concerne Michel, mais pour les deux autres. Enfin, je ne les connais pas très bien, mais... Est-ce que vous aussi, vous avez passé votre nuit de mariage à serrer des pinces? Oui, évidemment, quand il y a... Il laisserait à penser que Eddie Barclay est un homard. Non, lui, je lui ai pas serré la main quand même. Maître Chabat, vous avez une question à poser à Caroline? Caroline, avez-vous épousé Eddie Barclay par amour et si oui, combien de fois par jour? Je l'ai épousé par amour, évidemment, et combien de fois par jour, ça, je calcule pas, j'en sais rien. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Bon, autrement dit, si vous voulez, en d'autres termes, Maître Chabat aimerait savoir si Eddie Barclay est vigoureux comme un jeune homme pourrait l'être avec une femme de 20 ans. Ça va très bien, je me plains pas. Ça va très bien. Visiblement, ça va très bien, maître. Pas d'autres questions? Non. Bon, je voulais juste savoir, et nous ne nous étendrons pas là-dessus, s'il est exact qu'Eddie Barclay vous a offert un compte à la Banque du Sperme et une carte bleue pour vos retraits en liquide, et si oui, combien de fois par jour? Celle-là. Je lui avais déjà fait celle-là. Bon. Bon, alors nous n'en attendons aucune réponse. Merci en tous les cas, Caroline, de votre courage, car je sais que vous étiez terrorisée à l'idée de venir à cette barre. Vous voyez que ça n'a pas été aussi terrible. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant... Je vais appeler Jean Chrysostome Dolto, dit Carlos, à la barre. Bonsoir, Carlos. Bonsoir, Roger. Maître, Monsieur le Président, je vous fais juge. Vous avez fait beaucoup de métiers dans votre vie. Vous avez été régisseur, afficheur, chauffeur, kinésithérapeute, acteur. Et puis maintenant, vous êtes artiste, chanteur de variété. Et témoin. Et ben justement, je voulais y venir. Vous avez témoigné combien de fois au mariage d'Eddie Barclay? Témoigné 3 fois.
3 fois. Est-ce que 3 vous fois. avez conscience d'avoir été par 3 fois un faux témoin? C'est-à-dire que quand Eddie Barclay jure fidélité à sa femme, vous Pas du savez tout. forcément qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, il va la quitter. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, et très sincèrement, je trouve que les demoiselles, enfin les anciennes demoiselles, on a pu le constater sur l'image, qui ont dit du mal de cette union, auraient dû vraiment fermer leur gueule, parce qu'à chaque fois qu'Eddie a rencontré et épousé une jeune fille, je pense que pour le cas de certaines, il s'est peut-être trompé sur le nom de jeune fille d'avant, c'était par amour. J'en suis complètement témoin et je persiste et je signe. Et si les vicissitudes de la vie font que, justement, on n'est pas assez costaud pour être la femme d'Eddie Barclay, on n'avait qu'à pas dire oui. C'était à propos. Et je suis témoin, personnellement et très sincèrement, du désarroi d'Eddie à chaque fois que ça se passait mal. Je n'ai pas toujours été d'accord sur ses choix, mais il faut dire que c'est plutôt lui qui a été laissé tomber à chaque fois. Et quelquefois, il faut bien le dire... C'est plutôt elles qui s'en vont. Oui, enfin, je pense qu'on peut demander à mon camarade. Je veux dire, c'est jamais lui qui a viré quelqu'un en disant « casse-toi ». Une fois sur deux. Mais enfin, de dire quand ça se passait... Moi, je veux dire, quand ça se passait mal et que tous les deux étaient d'accord pour se séparer, bon, c'est difficile d'être un Eddie Barclay. C'est très dur. J'ai même pas essayé moi-même, je serais pas capable. Maître Joly, vous Je avez crois qu'il faudrait de temps en temps... Je crois qu'Eddie aurait mérité d'être un des seuls catholiques byzantins de pouvoir avoir un harem. Ah oui. Parce que, je veux dire, je crois qu'il est capable de sustenter et de, non seulement physiquement, mais de façon... fiscalement, quelques jeunes filles en même temps, et que celles qui n'ont pas goûté, c'est un peu triste pour elles. Enfin, celles qui ont goûté n'ont peut-être pas tout à fait mérité. Et je pense que Daniel Gilbert devrait devenir un petit peu sa maîtresse de temps en temps pour peut-être expliquer aux célibataires que c'est pas mal d'être marié qu'un mec comme lui. C'est ce que souhaitait également Maître Chabat. Maître Joly, vous avez une question à poser aux témoins? Oui, je voudrais demander à Carlos, c'est peut-être un peu personnel, mais qu'est-ce qu'il avait pris comme dessert au mariage numéro 6 d'Eddie? Oh bah c'est très difficile à dire. Léon Zitrone dit qu'il vous a vu avec une omelette norvégienne, Guy Lux avec une coupe Melba. Parce que j'ai un contrôle fiscal là et vous pouvez pas savoir comme ils sont tatillons. Alors, Léon Zitrone, de toute façon, comme c'est un mec qui pique dans les mariages, il part avec les trucs, les poches pleines d'omelettes norvégiennes, de fruits, de légumes. Guy Lux, à mon avis, il vient au mariage en croyant que c'est une émission de télé qu'on va lui proposer. Mais je pense que de toute façon, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un certain côté fantastique et magnifique. Je pense que le jour où Eddie Barclay n'existera plus, le show business, il y aura plus de show, il y aura que du business. Eddie est le seul vivant, le seul témoin vivant et le seul représentant du show dans le show business. Et je voudrais le remercier. Très bien. Carlos, je crois que les jurés auront été sensibles à votre témoignage. Merci beaucoup. Je vais appeler de nouveau Daniel Gilbert à la barre. Et Daniel, nous avons un document, un autre encore, à verser à votre dossier. Nous allons le voir et l'entendre tout de suite. Elle arrive vers 1h, 1h15, 1h30, ça dépend des jours, ça dépend des rendez-vous qu'elle a. Et c'est toujours cette table Et c'est la table qu'on voit tout le monde à l'entrée. On ne peut pas échapper. Elle adore le poulet au vinaigre et au miel. Et elle boit toujours du thé. Et à la fin, elle prend le gingembre. Mais le gingembre, c'est particulièrement aphrodisiaque. C'est ce qu'on le dit. J'espère que ça donne effet. Vous pensez que ça en a un ou pas sur Daniel Gilbert? Je pense oui. Il faut la poser la question elle-même. D'accord. Mais dites, si elle se met tous les midis là, c'est peut-être aussi pour rencontrer l'homme de sa vie? Peut-être. Est-ce qu'elle a des chances de le rencontrer ici? Mais je ne sais pas, il faut la poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette caméra qui veuille épouser Daniel Gilbert? J'hésite. Non. Non, c'est pas mon Ça tombe bien, moi non plus. Mais sur un critère physique, ouais, c'est... Elle est pas mal, correct, hein. ouais, elle semble pas mal. Ouais. Mais bon, ça suffit peut-être pas, quoi. Je sais pas, elle est pas bonne.
Vous la trouvez Le pas belle? visage, non. Elle fait trop mec, je parie, non? Elle fait trop mec, puis j'aime pas les nanas à cheveux courts en général. C'est vrai qu'au point de vue corps, très sympathique. Hein. Ouais. Alors attendez, parce qu'elle s'est lancée dans la chanson. Oui. Tenez, écoutez ça. Vous allez me dire si vous êtes séduit. Si tu me prends, que ce soit Il bien va craquer, à mon avis. en douceur, fais-moi la bouche en cœur. Un peu nunuche. Oh non. Ouais, c'est vrai, je trouve ça un peu nunuche. Elle vous emballe ou pas? Elle vous emballe ou pas? Vous craquez? La voix, elle est très sensuelle. Hein? Elle est Hein? très sensuelle. C'est pas une musique que j'écouterais religieusement, personnellement. Hein. Et vous croyez qu'elle se mariera un jour? C'est pas fait pour. Ah bah... J'arrive vraiment pas à la voir mariée. Elle a un problème d'abord avec les hommes, je sais pas. Mais vous voulez vraiment pas? Non, moi, je vous assure. Parce que vous feriez œuvre humanitaire, là. Oui, mais j'ai pas un esprit de sacrifice tel. Les personnes qui ont pu s'y intéresser se sont dit mince, putain, dans 20 ans, ça y est, elle sera déjà toute fripée, toute vieille. Hein. Pourquoi elle est toujours pas mariée? Parce qu'elle n'a pas encore rencontré, tout simplement. Oui, non. D'accord. Bon, vous pouvez donner votre numéro de téléphone? Personnel ou bureau? Daniel, Remarquez, leur réponse tombe nous bien. nous avons le numéro de téléphone de ce jeune homme et ça n'est pas une plaisanterie. Vous en disposez si vous le souhaitez. Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, vous avez l'air de servir d'agence matrimoniale. C'est pas la peine, hein? Non, mais nous ne cherchons absolument pas à vous marier, mais tout simplement à Vous comprendre. n'avez pas besoin de pourquoi- chercher à me caser, hein? Non, non, mais nous cherchons à comprendre pourquoi vous n'êtes pas encore En marié. plus, ça me coûterait de l'argent, alors non. Avec tous les charmes dont vous disposez, c'est ce qui nous étonne, Daniel. Croyez-le bien. Oui, mais Pour être être- tout à fait honnête, Daniel Gilbert, je voulais vous signaler que tous les hommes à qui on demandait si vous leur plaisiez et qui étaient accompagnés n'osaient pas dire que vous leur plaisiez, alors que les autres étaient plutôt favorables à un contact avec vous. Oui, mais alors Pour je vais être vous tout à dire, fait honnête. être célibataire, ça ne veut pas dire être solitaire, hein, faut pas confondre. Faites-nous une révélation, Daniel Gilbert. Aucune avec qui révélation. Vivez-vous? Pardon? Vous avez un homme dans votre vie? Peut-être. Ah, le Vous mystère n'êtes- demeure, maître. Eh oui, vous n'êtes pas un certain journal. C'est vrai, Daniel. Je vais vous demander de regagner votre place. Déjà? Ah oui, tout à fait. Oh, bah, Et j'ai je pas vais pu parler appeler- longtemps, je suis Je vais frustrée appeler là. votre premier témoin, s'il vous plaît. Déjà? C'est Jean-Yves Rogal que j'appelle à la barre maintenant. Monsieur Jean-Yves Rogal, s'il vous plaît. La barre est ici. Je vais vous lire un texte. Je suis fragile à mes heures. Si tu me prends que ce soit fait en douceur, fais-moi la bouche en bien en cœur. douceur. Pardon? Si tu me prends, que ce soit bien en douceur, Que fais-moi ce la soit bouche bien en en cœur. douceur. Ça vous dit quelque chose? À moi? Oui. Oui, tout le temps, bien sûr. Si vous êtes l'auteur de ces... Absolument. Vous n'avez pas honte? Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas honte d'être là, monsieur Zabel? Non, non, mais je parle à Monsieur Rogal là, pour lui demander s'il n'a pas honte Non, d'avoir écrit étant ces donné paroles. que Ce sont les paroles de la chanson de Daniel Gilbert. Si je suis témoin de Daniel, Oui. c'est parce que je connais Daniel. D'accord. Et que je sais qu'elle fonctionne en tant que célibataire bien dans sa tête, mais elle utilise très bien son corps. Voilà. Vous pouvez en témoigner. Je le sais, parce que je suis ami de Daniel Gilbert. Mais il ne peut pas donner de preuves. Voilà. J'amène aucune preuve. Il faut me croire sur parole. Voilà des révélations fort intéressantes. Vous avez une explication au fait qu'elle ne soit toujours pas mariée à l'âge de 45 ans? Oui, tout à fait. Daniel Gilbert, c'est un paradoxe. À savoir qu'elle est douée, je crois, elle l'a prouvé, je pense, je ne vais pas faire de révélation, elle est douée pour une vie à deux, elle est douée pour le grand amour, elle veut des choses totales, et je crois qu'elle les vivrait bien. Cela dit, le paradoxe vient de là, c'est quelqu'un de aussi complètement indépendant et complètement libre, et c'est très difficilement conciliable. Cela étant dit, en tant que personne libre, elle vit très bien. Très bien. Maître Chabat, vous avez une question à poser? Objection, votre honneur. Oui, alors allez-y. Oh, il se réveille. Oui, Mon quelle avocat se est réveille. l'objection? Non, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, alors là, comme j'avais... Ah, bah alors profitez-en. Je n'ai pas de... Pas de question particulière? Pas de question Jean-Yves Rogal. particulière, je demande simplement la clémence du jury. Pour les paroles de la chanson? Pour tout. Pour tout. Merci beaucoup, Oh, Jean-Yves merci, Rogal. mon cher maître. Ce jury, il va devoir répondre à 3 questions. Il va quitter cette salle maintenant.
pour se rendre dans la salle des délibérations et il va devoir répondre donc, je vous le rappelle, à la première question. La vie d'Eddie Barclay est-elle une réussite ou un échec? La deuxième question, et là vous serez probablement d'accord avec moi, Maître Chabat, la vie de Daniel Gilbert est-elle une réussite ou un échec? Et la troisième question qui découle des deux premières, est-il bon de se marier en 1988 ou pas? Pour vous, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Pour les deux, c'est un complet. échec. Pourquoi? Alors, moi, les deux. C'est un échec parce que le mariage, c'est quand même quelque chose de très important, je pense, dans la vie. Pas que ce soit important, mais tu t'engages. On s'engage, mais en fait, il faut penser à l'avenir d'un pays et de tout ça, parce que c'est tous ancien. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas plus rien. Il vit uniquement dans l'égoïsme, c'est un véritable égoïste. J'estime que c'est un échec Et total. moi, j'ai été très frappée par l'équation qu'a établie un des témoins entre mariage et show business. Ouais. Donc, quand Eddie disparaît, il n'y a plus rien, il n'y a plus de show business parce qu'il ne se mariera plus. Lui, on en parle Pour moi, pas, le mais mariage, c'est ce n'est pas du sa show propre vie. business. Mais vous On ne croyez en pas parle quand pas, même il fait qu'on sa peut... propre vie. Moi, je pense qu'on peut quand même aimer 8 femmes dans sa vie, se marier avec, les rendre heureuses, et que c'est pas impossible d'avoir plusieurs mariages. Et d'ailleurs, parlons de Daniel Gilbert aussi. Est-ce que c'est un échec ou une réussite que d'être célibataire et que de n'avoir pas de famille, etc. Pour moi, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec aussi parce que finalement, ils ne forment pas une famille. C'est C'est pas pas- son elle but, veut pas former- son but c'est de rester seule, sans Oui, mais fonder c'est de ni l'égoïsme. famille, ni mariage. Qu'elle se sent bien avec ça, c'est ok. Mais en même temps, elle pousse au vide. Je veux dire, quand on voit ce qu'elle fait vis-à-vis des bouquins de cul, par exemple, on peut quand même se dire qu'elle incite quand même certains hommes à avoir les yeux fixés sur elle. Donc il faudrait se dire faudrait qu'elle sache ce qu'elle veut exactement. Apparemment, elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle a Elle dit- se sent pas fixée. Elle a Après, dit- ce sera trop tard, donc c'est un échec. Elle a dit être célibataire ne veut pas Ce dire n'est être pas solitaire. solitaire. Non, non, faut pas C'est dans penser ce à ça. sens où c'est un échec parce que pour moi personnellement, le mariage est quelque chose de très important. Ça permet de créer une famille, d'avoir une ambiance familiale, d'avoir tout un cercle Des autour enfants. de Oui, soi, oui, des c'est enfants. se marier Et en une fait, fois, ce n'est qu'est-ce pas qu'elle se vit marier. par égoïsme n'est pas uniquement? se Elle marier, ne pense se marier. qu'à Et elle. la différence, c'est que Daniel Gilbert, plus tard, elle aura la moyen de se payer un gigolo, alors que toi, non. Oui, mais moi j'aurais une famille, moi j'aurais des enfants, je Ouais, suis ouais. des enfants, une famille. Mais Je vis quelque chose à l'heure actuelle. Voilà, moment important dans cette première de Star à la barre. Le jury va maintenant répondre aux 3 questions qui lui ont été posées. Philippe Germain est le président de ce jury, alors je vous en Écoutez, prie. Monsieur le Président, le jury a délibéré et de façon assez accablante pour vos invités, puisqu'à la première question, la vie d'Eddie Barclay est-elle un échec ou une réussite? 5 des 7 jurés ont considéré que c'était un échec. En ce qui concerne Daniel Gilbert, les mêmes jurés ont répondu à la même question et ont considéré à 5 voix contre 2 que c'était un échec aussi. Même score. Enfin, il y avait une question morale à cette émission, et à la question « Est-il bon de se marier en 88 ?», les jurés ont, à 5 voix contre 2, dit oui, et peut-être sur ce point rejoignent-ils peut-être M. Barclay. Très bien. Monsieur Isabelle, Monsieur Je le vous en prie. Président, Je vous en prie, Daniel. pouvons-nous dire quelque chose? Je vous en prie. Car il ne faut pas oublier quand même que la vie, eh bien, les hasards de la vie font que peut-être on se marie ou on ne se marie pas. Et qu'après tout, en faisant le métier que je fais, et surtout quand j'ai fait 13 ans une émission tous les jours, je pense qu'il aurait été très égoïste de faire des enfants et d'être une maman qui n'est jamais là et qui ait confié ses enfants à des étrangers. Et c'est peut-être pour cette raison que je ne me suis pas mariée. Allez donc savoir. Très bien, nous en prenons bonne note. Eddie Barclay, un commentaire? Non, un commentaire, oui, un commentaire, même peut-être 2, même peut-être 3. Le premier commentaire, c'est qu'il faut déjà un certain courage pour se marier et pour, au lieu d'avoir des petites amies qui pourraient passer inaperçues ou mal vivre, peuvent être mon épouse ou mes épouses et mener une vie qu'elles peuvent entreprendre dans de bonnes conditions, avec, comme je vous le disais, avec l'amour que je leur porte et qui est un amour tout à fait sincère, dans une activité qui généralement les séduit, puisque c'est notre activité à tous, celle du showbiz, celle de la chanson, celle de la création. La deuxième chose, c'est que je comprends très bien Daniel Gilbert, parce qu'effectivement, elle fait pratiquement un métier d'homme et que c'est très difficile de faire des enfants dans ces considérations-là. Nous vous remercions en tous les cas de vous être prêtés à ce jeu pour cette première émission. Il fallait quand même du courage et nous en sommes tout à fait conscients. Je vais vous demander d'ailleurs d'applaudir Eddie Barclay et Daniel Gilbert.
ne m'en voudrez pas si je vous dis que maintenant nous allons passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Le mariage mixte. Les mariages mixtes, en réalité, le terme est mal choisi car il ne convient pas. Mariage mixte, c'est généralement de mariage entre chrétiens qu'il s'agit lorsqu'on parle des mariages mixtes. Mais ce que nous allons voir est plus particulièrement consacré au mariage entre musulmans et chrétiens. Avec ce soir et pour la première fois, 2 avocats qui vont plaider en direct devant les caméras. Il s'agira de Maître Lombard et de Maître Vergès, mais voyons maintenant un bref rappel de ce qui s'est passé en ce qui concerne les mariages mixtes entre musulmans et chrétiens. Nous voyons tout ça avec Thierry Hay. Un enfant qui va vers sa mère, quoi de plus normal? Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Parce que si le papa est algérien, la mère, elle, est d'une autre nationalité. Le scénario est toujours le même. Je t'aime, tu m'aimes, on se marie. Eh oui, mais après le mariage, c'est « Dis donc, viens voir dans mon pays comme les mosquées sont jolies ». Et là, les problèmes commencent pour la mère, car elle ne peut pas s'intégrer, n'étant pas musulmane. Alors à bout de nerfs, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle retourne chez elle et elle se bat chaque jour pour récupérer ses enfants. Les médias en ont parlé de plus en plus. Georgina Dufoy est montée aussi au créneau. Mais quand ils sont petits, il faut qu'ils soient près de leur mère. Bon, écoutez, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup d'humanité. Le gouvernement algérien, lui, a écouté. Oh, pas toujours des 2 oreilles. Une commission franco-algérienne s'est créée et des tribunaux français, mais aussi algériens, se sont prononcés pour la garde de l'enfant à la mère. C'est une journaliste de Libé qui m'a dit que mon fils était là. Vous croyez que c'est normal? Au bout d'11 ans, vous ne reconnaissez même pas l'enfant que vous avez mis au monde. Moi, son fils, on m'aurait dit que c'était le mien, je le prenais pour le mien. Je faisais pas de cas. Malgré ces propos plutôt durs, certains pères refusent encore les visites. Alors la commission s'est réunie en août et a pris une grande décision. La mère pourra garder l'enfant si le père a un droit de visite. Eh oui, mais rien n'est parfait puisque le droit français, lui, interdit la visite. On se méfie des enlèvements. Qu'à cela ne tienne, on changera le droit. Ça, c'était en août. Mais aujourd'hui, on en parle encore à Alger puisqu'il faut maintenant que les tribunaux algériens reconnaissent les décrets français. Ah, pas facile. Un imbroglio juridique loin d'être terminé. Pour le cas d'Armelle Bouachu, ça s'est fini plutôt bien. Elle retrouve en France son mari et ses enfants. Cathy, t'as connu maman, Cathy? Tu sais, est-ce que t'as connu maman? Oui ou non? Une famille se recrée sous les yeux des enfants qui, eux, n'en croient pas du tout leurs yeux. Regarde. C'est qu'il en voulait 4. Ah, ça fait tout drôle de voir autant d'assiettes devant moi, comme ça. Vraiment, ça fait drôle. Mais surtout, n'allez pas croire que tout est réglé. Armelle Bouachu, c'est un des 50 cas résolus sur les 300 femmes allemandes, françaises, danoises qui se battent pour récupérer leurs enfants. Des enfants qui n'ont même pas le droit de choisir dans quel pays ils veulent vivre et qui hésitent encore à grandir, tellement les adultes, eux, sont bêtes. Je vais rappeler, dire au jury, puisqu'il les connaît déjà, mais je les lui rappelle pour les téléspectateurs, les 3 questions auxquelles il va devoir répondre ce soir. Le mariage mixte, tout d'abord, c'est la première question, est-il possible? Deuxième question, une croyance commune est-elle nécessaire pour réussir son mariage? Troisième question, Bess Nielsen, dont vous entendrez l'histoire dans un tout petit moment. Bess Nielsen a-t-elle eu raison ou tort d'agir ainsi? C'est Maître Lombard qui va devoir défendre Bess Nielsen ce soir. Bess Nielsen qui est une Danoise dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a manqué son mariage mixte. Maître Lombard, bonsoir. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Le crépuscule des juges » et vous dénoncez dans ce livre les maux dont souffre la justice, entre autres la politisation, dites-vous, de certains magistrats, l'inexpérience des jeunes juges, les inculpations abusives, etc. Mais vous ne vous contentez pas de dénoncer, vous essayez également d'apporter un ou plusieurs remèdes à cette grande malade, est-ce que j'ai raison, qu'est la justice française? Grande malade, il ne faut rien exagérer, disons simplement que la justice a besoin d'un sérieux lifting. Très bien, merci Maître. Et puis pour évoquer la réussite d'un mariage mixte, cette fois, c'est Maître Vergès, bonsoir Maître, qui a écrit un autre livre, La beauté du crime. Vous êtes auteur donc de ce journal intime qui a un titre qui finalement est un petit peu à votre image. J'ai envie de dire que certains vous haïssent probablement, d'autres vous adulent. Vous êtes quelqu'un qui fascinait, en tous les cas qui déroutait. J'appelle tout de suite à la barre
Aïcha Dogan. Bonsoir Aïcha Dogan, vous avez 28 ans, Oui. vous êtes mariée depuis 5 ans à Mustapha Dogan, vous êtes française. C'est exact. Vous êtes née où? À Marseille. Vous êtes convertie à l'âge de 16 ans à Oui. l'islam. Oui. Et ceci parce que votre mère était déjà... Oui, mais c'est pas sur l'influence de ma mère. C'est de mon cœur, de mon propre initiative. Très bien. En tous les cas, avec vous, nous verrons, vous êtes venu en compagnie de Mustapha, votre mari, nous verrons ce qu'est un mariage mixte réussi, puisqu'actuellement, vous vivez visiblement très heureuse dans le Calvados avec 3 enfants. Vous étiez chrétienne, vous êtes devenue musulmane. Exactement. Je vais vous demander d'aller rejoindre votre place aux côtés de Jacques Vergès. Et j'appelle maintenant à la barre Bess Nielsen. Bonsoir, Bess Nielsen. Vous êtes venu ce soir en compagnie de votre fils, Jamal, que l'on entendra tout à l'heure. Vous êtes danoise. Oui. Et vous avez rencontré, alors que vous viviez au Danemark, et cette histoire est racontée dans un livre dont vous êtes l'héroïne, un livre écrit par Marco Koskas qui s'appelle L'étrangère. Vous avez rencontré à l'âge de 14 ans, Oui. alors que vous viviez visiblement assez heureuse, avec des parents qui ne s'entendaient peut-être pas très bien. Pas trop bien, non. Vous rencontrez un garçon de 18 ans, qui est brun, basané, et alors là, vous êtes complètement séduite. Oui. Oui, c'était quelqu'un tellement différent, parce que le Danemark, à ce moment-là, était que peuplé des Blancs. Alors, je rencontre donc cet homme qui était très ouvert au monde et qui était très sûr de ce qu'il voulait. Et à cette époque-là, j'étais très douée pour faire des bêtises, pour trouver mes parents. Je n'ai pas pu. Et alors, à la place, je suis partie loin. Alors, vous quittez votre famille à l'âge de 14 ans, c'est quand même très Non, jeune. 17 ans. À 17 ans. Ouais. Vous partez avec ce garçon Oui. et il vous emmène à l'étranger. Oui. Bon, il faut préciser qu'il est au FLN, Oui. que c'est la guerre d'Algérie Oui. et que vous allez devoir attendre 1962 pour retourner en Algérie. Oui. Alors, comment ça se passe, votre arrivée en Algérie? Ça se passe bien? Ben, d'abord, quand j'arrive à l'aéroport, je ne reconnais pas mon mari parce qu'il ressemble à tout le monde. Alors, c'était un choc. Il n'a plus l'image fabuleuse que vous aviez de lui avant. Non. Alors, c'est déjà un premier choc. Après, mon grand problème, c'est que je parlais ni l'arabe ni le français, qui fait que j'avais beaucoup de mal d'abord à communiquer avec les gens. Et là, à petit, commencent donc mes difficultés avec une culture aussi différente que le mien. Bon, à ce moment-là, votre mari voyage beaucoup, il vous laisse seul très souvent. Vous vivez visiblement de manière assez indépendante? Pas indépendante, non, parce que j'étais tout le temps plus ou moins surveillée par la famille. J'étais rarement seule. Il y avait toujours une de ses À ce moment-là, pas trop? Non, pas au début. Jusqu'au jour où il se rend compte que vous l'avez trompé. Voilà. Et alors là, que se passe-t-il? Ben, que mes 2 belles-mères s'installent à la maison et que je n'ai plus le droit de sortir. Et alors là, on veut faire de vous une femme soumise? Oui, on veut faire de moi une vraie musulmane. Et ça, vous ne le souhaitiez pas? Non. Vous ne saviez pas qu'en quittant votre pays, en allant en Algérie avec un musulman, vous alliez... Non, comment on peut le savoir avant d'avoir vécu? Et quand on a 17 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on peut savoir par rapport à une culture si différente? Très bien. De votre union, quand même, naît un enfant. Oui. Il s'appelle Jamal, nous l'avons vu. Il est maintenant comédien. C'est un grand garçon. Il est lui-même marié. Il a une petite fille, je crois. Oui.
Et puis il y a un moment très dur, c'est le moment où finalement votre mari, vous enlevez Jamal une première fois. Oui, là. Vous le ramenez en Europe, vous avez un coup de chance inouï en passant à l'aéroport. Oui, j'ai une très grande. Vous le faites passer avec les enfants d'une autre femme. Oui. Mais là, votre mari enlève de nouveau Jamal. Très peu après, oui. Et puis un beau jour, vous l'enlevez de nouveau. Oui. Et puis ça recommence dans l'autre sens. Et ça recommence, oui. 2 fois, donc, Jamal a été enlevé. Oui. Et puis un beau jour, votre mari rentre avec Jamal, il arrive au Danemark, il est chassé de son pays, pourrait-on dire, pour des raisons politiques, il est obligé de quitter le pays. Et là, vous lui proposez de garder l'enfant, bien sûr, mais vous lui donnez en contrepartie de l'argent. Oui. C'est comme ça que l'histoire se termine, avec une scène dont je voudrais quand même lire un extrait, c'est écrit dans le livre. Au moment où l'enfant, où Jamal arrive, vous êtes avec lui et votre mari, Monsef. Tour à tour, il grimpait sur mes genoux, puis allait se blottir contre Monsef comme pour nous montrer à l'un et à l'autre qu'il n'arriverait jamais à choisir. Et ce moment a dû être terrible à vivre. Très, très dur, oui. Très bien, Bess Nielsen. Je vais demander à Maître Lombard s'il a une question à vous poser. Oui, j'ai une question à poser parce que je voudrais que les choses soient claires. Et si on lit votre livre un peu rapidement, on est tenté de penser qu'il a une connotation raciste et qui, je crois, n'est pas du tout dans votre esprit. Alors, je voudrais d'abord que vous vous expliquiez là-dessus, parce que si, naturellement, cette affaire avait une connotation raciste, je ne serais pas à ce banc pour vous défendre. Par conséquent, expliquez-vous aux téléspectateurs. Non, mais c'est une histoire d'amour. Alors, je ne vois pas où on met le racisme là-dedans. Donc, il n'y a pas de racisme, il y a juste mon affrontement avec une autre culture qui est si différent. Il n'y a pas visiblement non plus de problème de religion. Non, c'est vraiment... Lui n'est pas pratiquant. Non, il n'est pas pratiquant, non. Je crois qu'il faudrait que vous demandiez, Monsieur le Président, si Madame Nielsen est pratiquante aussi. Non, je ne le suis pas. Et je n'étais pas. Par conséquent, c'est un problème de culture qui, à un moment donné, quelconque vous a, non pas opposé, mais qui vous a surpris, qui vous a un peu pris à la gorge, c'est ça? Oui, c'était un choc. C'était un choc en venant du Danemark, qui était à ce moment-là un pays très avant-garde. C'était un très grand choc. Mais dites-moi, vous laissez partir à l'âge, enfin, vous laissez fréquenter un homme de 18 ans à l'âge de 14 ans. Est-ce que c'était vraiment les mœurs étaient tellement libérées qu'on puisse faire une chose pareille? Moi, j'avais des parents aussi très avant-garde, mais qui étaient dans leurs propres problèmes à eux. Qui étaient, eux, en train de divorcer. J'aimerais, Maître Vergès, vous avez une question à poser à Bess Nielsen? Oui, je voudrais dire que je ne veux pas considérer Bess Nielsen ici comme un adversaire et que je voudrais cuisiner. Je ne voudrais pas rappeler beaucoup d'éléments qui sont dans son livre. Mais est-ce qu'elle pense qu'un mari auvergnat, breton, belge, aurait pris d'une meilleure façon la découverte que sa femme le trompait? Ah non. Vous êtes obsédé par l'adultère, Mais c'est l'adultère qui, dans cette affaire, est à l'origine de la séparation. Je suis d'ailleurs pas loin de penser comme vous. Eh bien, alors nous sommes d'accord. Pour une fois. Donc, c'est la question que je vous posais. Je pense qu'un mari auvergnat, belge, breton, se serait comporté en général de la même manière que ce mari algérien qui n'était pas pratiquant. Oui, je pense, à n'importe quel mari d'ailleurs. Non, la question que je posais n'était pas une question polémique, c'était tout simplement pour vous poser cette question. Oui, je crois qu'à n'importe quel mari peut... Bess Nielsen, je pense, messieurs, que nous pouvons vous demander de retourner vous asseoir, car j'appelle à la barre maintenant Aïcha Dogan. Alors Aïcha, vous, à l'inverse de Bess Nielsen, vous avez, je le disais tout à l'heure, visiblement réussi votre mariage avec Mustapha. Alors, expliquez-nous comment vous vivez. Moi, ça me paraît assez extraordinaire. Vous vivez au milieu du Calvados, vous êtes musulmane, vous parlez avec un accent marseillais. Je pense que les gens... un peu, hein. Ah, vous l'avez encore un petit peu. Je pense que les gens là-bas ne doivent rien comprendre. Comment ça se passe? À vrai dire, quand je dis que je suis française et musulmane, non, ils ne comprennent pas. Ça fait un petit point d'interrogation dans leur tête. Et ils disent oui, mais ils ne comprennent pas, c'est sûr. Est-ce que votre mari, lorsque vous l'avez épousé, vous a imposé certaines règles? Non, pas du tout, pas du tout.
Vous viviez déjà avec un voile sur la tête, Oui, déjà. J'étais uniquement convertie, avec les mains et l'ovale du visage découvert. Maître Vergès, vous avez une question à poser à Aïcha Dogan? Oui, une question simple. Est-ce que vous êtes heureuse? Tout à fait, je suis très heureuse avec mon mari. Nous sommes un couple très heureux. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, je n'ai pas d'autres questions à poser. Merci, maître Lombard. Oui, je pense qu'il y a une question qui me paraît très importante. Oui. Le grand philosophe Lévi-Strauss, un philosophe français, dit que les différences attirent et que les similitudes retiennent. Alors, est-ce que vous avez trouvé avec votre époux des similitudes qui vous ont retenu? Je ne parle pas, si vous voulez, sur le plan amoureux, je parle sur le plan de la culture. Ben oui, déjà étant donné que lui il est musulman et puis moi aussi, déjà ça fait un grand point entre nous qui nous unit. Et en plus de ça, on a un caractère qui se lie facilement. Est-il facile de pratiquer votre religion quand on vit en France comme ça? Oui, tout à fait, ça vient du cœur. Si on veut le pratiquer, on pratique. En plus, en France, on n'a pas de difficulté. Merci beaucoup, je crois que votre témoignage était important. Je vais vous demander de rejoindre votre place et j'appelle le premier témoin de Bess Nielsen, son fils Jamal. Bonsoir Jamal, vous êtes maintenant comédien? Oui, c'est ça. Ça va, ça marche bien? Ça va. Bon. J'aimerais savoir ce que vous avez conservé comme rapport avec vos parents qui vivent séparés, loin l'un de l'autre, et après avoir lu cette histoire et vécu cette histoire. Bah, écoutez, ça se passe jusqu'à ce que j'ai l'âge de 4 ans, donc je me souviens de pas grand-chose. Sinon, aujourd'hui, j'ai de très bons rapports avec mes parents, pas de problème. Je m'entends bien avec mon père, je m'entends bien avec ma mère. Ouais. Vous avez lu le livre? Oui. Est-ce que ça a changé votre jugement? Lorsque, enfin, si vous aviez un jugement à apporter sur votre mère ou sur votre père? Non. Comment est-ce que vous avez vécu la lecture de ce livre? J'imagine que ça n'a pas dû être très drôle à lire. Bah, moi, je l'ai lu comme un roman, hein, voilà, avec un peu de distance. Mais sans imaginer un seul instant qu'il s'agissait de votre père, de votre mère et de vous-même. Enfin, si, quand même. Est-ce que vous vous souvenez de moments précis dans cette histoire ou pas du tout? Non. Et vous n'êtes pas d'accord quand on vous dit que votre mère, entre guillemets, vous a racheté à votre père? J'ai lu ça dans une interview. À mon avis, je sais pas en fait. Hein. Est-ce que Maître Lombard a une question à poser à Jamal? Mais d'abord, je ne peux pas laisser passer le mot rachat, parce qu'à aucun moment dans le livre, il s'agit d'un rachat. Simplement, le père de Jamal était dans une situation financière difficile, Madame Nielsen était dans une situation financière meilleure, et je crois qu'elle l'a aidé à passer un cap difficile. Parce que le mot rachat possède une connotation désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Maître, je lis quand même, je peux t'aider, tu sais, je suis même prête à te payer pour que tu me rendes Jamal, combien veux-tu? Mais vous savez, dans les couples qui ne sont pas des couples qui s'opposent sur le plan de la culture, il y a des questions financières dans tous les divorces du monde, c'est évident. Ce n'est pas simplement les mariages mixtes qui donnent lieu à ces sortes d'accords. Maître Vergès, une question à Jamal? Je voudrais dire à Jamal que je suis moi-même un fils d'un couple mixte et que donc quand je lui pose des questions, c'est d'une manière parfaitement, je voudrais dire très proche. Est-ce qu'il se sent pas un peu mutilé dans sa partie algérienne parce qu'il est un être complexe? Est-ce qu'il n'y a pas une partie algérienne qui lui manque un peu? Pas totalement, mais un peu. Non. Non. C'est tout. Merci Jamal, vous pouvez regagner votre place. J'appelle maintenant à la barre Mustapha Dogan. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Bon, votre épouse disait qu'elle était tout à fait heureuse. Vous êtes un mari comblé. Il n'y a eu vraiment aucun problème le jour où vous avez décidé de l'épouser? C'est-à-dire, quand on se décide de marier, il faut raisonner le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il ne faut pas se marier, je crois, seulement avec le sentiment. Oui, il faut compter sur le sentiment. Les époux devront s'aimer pour accomplir leur union, mais comme le mariage est un acte qu'on peut aller jusqu'à la mort, il faut bien peser
qu'est-ce que ça veut dire la notion de mariage. Et nous nous sommes posés entre nous. Je crois avec ma femme, on a réfléchi pendant 3 mois avant de décider. Et nous croyons que nous nous sommes unis dans un bon sens. Vous êtes mis d'accord avant, vous saviez, elle savait qu'elle devait suivre et vivre selon certaines règles. Elle était d'accord et vous êtes mariés après, vous êtes entendus. Oui, bien sûr, elle, malgré qu'elle est musulmane, elle est élevée dans la culture occidentale. Et moi, j'ai une culture orientale, malgré que je vivais quand même avant le mariage à peu près 7 ans en France, que je connaissais un peu, mais ça méritait d'être posé avant le mariage certaines questions qu'on peut avoir ou bien supposer qu'il peut avoir certains problèmes. Il faut discuter auparavant et il faut faire sur une base solide. Maître Vergès, vous avez une question à poser à Mustapha Dogan? Oui. Sa femme est musulmane, elle s'est convertie avant le mariage et dans des conditions donc entièrement indépendantes du mariage. Je voudrais lui poser la question, sa femme, qui s'appelle Aïcha, mais qui s'appelle Véronique aussi, est-ce qu'il considère sa femme comme une Française, tout à point de vue culturel? Oui, tout à fait. Je considère comme une Française musulmane, comme je suis un Turc d'origine musulmane. Maître Lombard, une question? Est-ce que vous auriez épousé votre femme si elle avait conservé sa religion d'origine? C'est-à-dire, comme j'ai essayé d'expliquer, si on peut raisonner, qu'est-ce qu'il peut apporter la croyance avant le mariage, on pourrait décider de se marier, tout à fait. Je suis pour qu'on puisse se marier tout en connaissant les causes qui peuvent venir après, les problèmes qui peuvent se poser après. Il faut se poser ces questions avant de décider. Très bien. Merci, merci beaucoup, Mustapha. Nous allons passer maintenant aux plaidoiries. Alors, notre tribunal, je le disais en début de cette émission, n'est pas un tribunal comme les autres et nous avons procédé à un tirage au sort. Nous avons joué à pile ou face avant l'émission, l'ordre de passage des plaidoiries. Et c'est Maître Vergès qui va plaider le premier. Maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous avez remarqué qu'ici ce soir, et pour une fois, et je m'en félicite, je ne plaide pas contre quelqu'un, je plaide pour l'évidence. 3 questions vous sont posées, je voudrais que vous vous les posiez dans un sens, dans un ordre légèrement différent. Premièrement, ce mariage-ci a-t-il été un échec? Deuxièmement, celui-là a-t-il été une réussite? Et c'est seulement après avoir constaté les causes de cet échec et les causes de cette réussite que vous pourrez répondre à la première question que je place en 3e. Est-ce que le mariage mixte est possible? Premièrement, vous avez remarqué que, avocat de Madame Dogan, j'ai témoigné envers Madame Nielsen et envers son fils, je dirais plus que de la compréhension, à l'égard du fils, certainement de la fraternité. Cependant, il nous faut analyser les causes de cet échec. On a présenté ce mariage comme un mariage mixte entre 2 personnes qui ne sont pas pratiquantes. Et Madame Nielsen vous a dit elle-même que son mari ne pratiquait pas et qu'elle, elle ne pratiquait pas. De sorte que nous sommes tout à fait en dehors du cadre du mariage mixte et plus précisément du mariage européen et originaire d'un pays où l'islam est la religion prédominante. Et à travers, malgré les questions feutrées que j'ai posées, et volontairement parce que je ne tiens à blesser ici la pudeur et l'intimité de personne, vous avez deviné que ce mariage a abouti à un échec pour des raisons qui feraient aboutir à un échec un autre mariage qui ne serait pas mixte. On vous a rappelé l'âge de Madame Nielsen quand elle s'est fiancée, 14 ans, et son époux, son futur époux, 18 ans.
On ne vous a pas rappelé, mais je peux me le permettre, puisque Mme Nielsen le dit dans son livre, qu'à l'âge de 14 ans, elle s'était déjà fait avorter une fois, et que pendant ses fiançailles, elle a été enceinte d'un autre homme, qui se croyait lui-même son fiancé. Le mari, évidemment, l'ignorait. Ils vont en Algérie dans des conditions matérielles très difficiles. À travers l'Allemagne, l'Italie, la Libye, enfin l'Algérie, et l'Algérie du début de l'indépendance, où il y a un certain chaos économique et beaucoup de difficultés. Et à ce moment-là, elle le dit dans son livre, au bout de quelques mois, elle se laisse séduire par un homme qui est beaucoup plus responsable que son mari. Son mari a un poste dans un ministère, mais cet homme, qu'elle appelle le grand Manitou, apparemment a une très grosse responsabilité, et cet homme abuse de cette autorité, fait envoyer le mari en mission dans le sud pour pouvoir, en l'absence du mari et au domicile du mari, rendre visite à la personne qu'il voudrait prendre comme femme. Pendant l'absence du mari qui est en mission, elle vient en Europe avec cet homme. Il dîne à la Tour d'Argent. Est-ce que vous croyez que l'échec de ce mariage vient de sa mixité? Voyons maintenant les raisons de la réussite de l'autre côté. Eh bien, dans l'autre côté, il y a évidemment la religion qui joue un rôle. Mais son mari, Mustapha, vous l'a dit ici, cette condition, qui est une condition qui favorise l'harmonie dans le couple, à son avis, n'est pas nécessaire. Qu'il aurait épousé aussi bien une Française qui aurait été catholique, à condition que les deux époux, avant de se marier, aient une conversation d'adultes et non pas d'enfants. Une conversation d'adultes pour dire, voilà les obstacles culturels qui existent entre nous, entre nos deux civilisations. Est-ce qu'il est possible, est-ce que nous sommes prêts, l'un et l'autre, à faire les concessions et l'effort voulus pour surmonter ces obstacles? Alors, je dis que le mariage mixte est possible. Et répondez que c'est possible parce que ces obstacles surmontés introduisent une nouvelle richesse dans l'harmonie du couple. Vous avez compris désormais, quand je vous disais au départ que je plaidais pour l'évidence, en fait, je plaide tout simplement pour l'amour. L'amour qui, disait Dante, meut le soleil et les planètes, et beaucoup plus simplement, comme disait Édith Piaf, sans quoi la vie n'est rien du tout. Merci, Maître Vergès. Maître Lombard, c'est à vous maintenant de tenter de convaincre le jury de Stars à la barre. Mesdames et messieurs, j'ai 4 minutes pour vous convaincre. 4 minutes, 4 arguments. Premier argument, contrairement à ce que l'on croit, les mariages mixtes ne sont pas une invention de ce siècle. Les mariages mixtes sont aussi vieux que la femme et l'homme, lorsqu'ils ont décidé d'unir leur destin pour le meilleur et pour le pire. Mariage entre les roturiers et les nobles, mariage éternel entre les riches et les pauvres, je vous renvoie à l'univers balsacien, mariage entre ceux qui sont issus de cultures différentes. Par conséquent, pourquoi ce débat? Parce que les mariages mixtes, je n'aime pas cette expression, et je préfère à mariage mixte l'expression de mariage interculturel, sont devenus un phénomène de société. Alors que le nombre des mariages en France diminue, le nombre des mariages interculturels augmente. 8% sur le global des mariages célébrés en France. En 1975, il y a 17 500 mariages mixtes. En 1985, il y en a près de 23 000. Et aujourd'hui, vous avez 4 000 Françaises ou Français qui épousent uniquement des Algériens et des Algériennes. Phénomène extraordinaire de société. Premier argument. Deuxième argument, est-ce que le mariage mixte, le mariage interculturel est un mariage facile? Je me permettrai d'abord de faire appel à vos souvenirs. Il n'y a pas de mariage facile.
on fait, lorsqu'on se marie, un saut dans l'inconnu. Et Bertrand de Jouvenel avait raison de dire que les pères et les mères de famille sont les aventuriers des temps modernes. Mais le mariage mixte va se heurter à 3 rangées de barbelés. D'une part, culture différente, d'autre part, législation différente, et souvent, religion différente. Alors, est-ce qu'on peut passer ces obstacles? Je crois que c'est une question de civilisation et de liberté. Je disais tout à l'heure que Dieu ne pouvait jamais être contre la liberté. Je vous demande de méditer cet axiome. Il est certain que le mariage mixte présente des avantages très importants. Lesquels? D'abord, ça met en présence des gens de sensibilités absolument différentes. Ensuite, ça permet l'intégration. Alors, le vrai problème est de savoir si l'on peut réaliser un mariage mixte sans aliéner sa dignité et sans aliéner son périmètre de liberté auquel tous les hommes ont droit et toutes les femmes ont droit. Voilà le vrai problème. Alors, je crois que, par exemple, Madame de Gand et son mari ont réalisé, et vous voyez que je n'hésite pas à plaider pour le client de Vergès. Et s'il y a eu un échec en ce qui concerne ma propre cliente, cela relève davantage de l'incompréhension de la jeunesse, car il est bien certain, lorsque l'on épouse à 14 ans ou à 16 ans un homme beaucoup plus âgé que soi, eh bien on est tenté davantage que si l'on se marie à l'âge mûr, mais la mixité n'a rien à voir. Alors quel est le vrai danger? Le vrai danger, c'est que la culture latino-grecque, qui est la nôtre, a une conception binaire du mariage. Ça veut dire qu'il y a un duo entre l'homme et la femme. Alors que, dans la culture islamique, c'est une chose connue, et d'ailleurs protégée par le Code algérien de la famille, il y a une conception un peu familiale. Et il y a un article du Code algérien de la famille qui dit que la femme doit respecter son mari qui est chef de famille, lui doit la considération, et doit la considération également, je crois que c'est l'article 8, la considération également à sa famille et à ses proches. Alors ça peut créer des conflits. Mais moi je suis de ceux qui pensent que l'amour peut résoudre tous les conflits. Voilà pourquoi je dis que vous devez acquitter ma cliente, que vous devez répondre oui à la question des mariages mixtes, et que vous devez dire qu'une croyance obligatoire et commune n'est pas obligatoire. Et si vous répondez de cette façon-là, j'aurai l'impression, grâce à vous, d'avoir largement gagné ma soirée. Merci, Maître Lombard. Le jury va maintenant quitter cette salle et partir délibérer. Je vous rappelle les 3 questions qui lui sont posées dans cette deuxième audience. Le mariage mixte est-il possible? C'est la première de ces questions. Deuxième question, une croyance commune est-elle nécessaire pour réussir son mariage? Deuxième question donc. Et troisième question, Bess Nielsen a-t-elle eu raison ou tort d'agir ainsi? Moi, je pense que le mariage mixte est possible. Parce que... Pourquoi? Parce que, comment ça s'appelle? Il est possible, mais il est très difficile. Voilà. Bon, c'est ce qu'ont dit en fait les 2 avocats. Il y a des différences de culture, des différences de religion, des différences de législation qui créent des gros problèmes. Il est possible, à une seule condition, c'est qu'on se mette d'accord avant le mariage. Oui, alors, bon, là, moi, je suis d'accord avec cela, mais en fait, moi, je serais plus dure et je dirais que pour moi, il n'est pas possible. Attention, je ne fais pas de racisme, loin de là, mais je dis que le choc, la confrontation des cultures, des religions est telle que même avec l'amour, il faut aussi penser qu'il y a la vie de tous les jours qui use. Moi aussi, je dis qu'il est impossible de pouvoir lier les cultures, le mélange de cultures. Si je peux dire quelque chose, c'est que là, il y a une différence, c'est que c'est pas le problème n'est pas au niveau des cultures, je crois que le problème est au niveau de l'enseignement qu'ont reçu justement ceux qui vont se marier de leurs parents et ceux qui ont reçu la mariée de ses parents. Tout le problème, il est là. C'est pas la culture. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, c'est comment on est élevé qui compte. Apparemment, on n'arrête pas de faire... Je veux dire, moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est Vergès qui a dit... Je suis pas d'accord. Pas d'accord, pourquoi? Il y a une culture, il y a beaucoup de problèmes.
Problème Oui, mais- qui se voit beaucoup plus tard. Il serait peut-être important, justement, lorsque les problèmes, même dans un ménage de culture identique, il est important, les problèmes existent aussi, c'est de les mettre sur la table le jour où ils existent, ne pas attendre Oui, bien que sûr. ce soit trop grave. Bien sûr, mais des problèmes, il y en a déjà, j'allais dire, tellement. Voilà, pendant que le jury délibère, je vous propose ce qui sera pour beaucoup d'entre vous une découverte. Nous avons demandé par petites annonces à des couples de religions différentes de nous faire parvenir le film de leur mariage. Ce sont des films amateurs, bien entendu. En voici un montage dans lequel vous allez probablement découvrir des traditions différentes, des rites différents. Un mariage musulman, c'est une fête, où les rites qui l'accompagnent varient d'une région ou d'un pays à l'autre. Elle peut durer plusieurs jours, ponctuée de différentes cérémonies. Pendant les jours qui précèdent le mariage, la mariée est préparée par d'autres femmes, loin des regards masculins et surtout de celui du mari. Ses doigts sont teintés au henné. Et la veille du mariage, elle est totalement épilée de la tête aux pieds. Enfin, le soir du grand jour, les familles accompagnent les époux jusqu'à la porte de leur chambre. Le mari devra offrir alors à sa belle-mère un présent, ici une bougie, pour prouver qu'il accepte sa fille pour le meilleur et pour le pire. Contrairement au mariage musulman, où il n'y a que rarement une cérémonie dans un lieu de culte, le mariage juif se déroule d'abord à la synagogue. Fonder une famille étant une des obligations de la religion juive, celle-ci ne peut se faire sans la bénédiction du rabbin, puis sans boire quelques gouttes de vin béni d'Israël, avant d'échanger les traditionnels anneaux qui seront portés soit à l'index pour les plus religieux, soit à l'annulaire. Enfin, après l'échange des anneaux, le marié devra jeter par terre un verre soigneusement emballé. S'il se casse, le mariage sera réussi. Sinon, on raconte que les juifs les plus orthodoxes vont jusqu'à refaire entièrement la cérémonie. Pour les chrétiens orthodoxes, les rites sont souvent totalement différents selon les régions ou les églises. Ici, à Chypre, la cérémonie se déroule le dimanche. Après une bénédiction des époux par le prêtre et la pose de 2 couronnes, les femmes du village se réunissent pour bénir le lit du futur foyer. Des enfants sont couchés et même des billets de banque déposés sur un matelas en signe de fécondité et de prospérité. Voilà, le jury est revenu dans la salle d'audience et il va pouvoir maintenant, par la voix de son président Philippe Germain, répondre aux 3 questions qui ont été posées. Philippe, je vous en prie. Écoutez, je crois que là, l'unanimité s'est faite dans le jury sur un certain nombre de positions. À la première question, le mariage mixte est-il possible? 5 des jurés ont répondu oui et 2 non. À la seconde question, une croyance commune est-elle nécessaire pour réussir un mariage mixte? Les jurés ont répondu non, et ils sont 4 à l'avoir dit contre 3 oui. Et enfin, est-ce que Bess Nielsen a tort ou raison? 6 d'entre nous ont dit qu'elle avait raison et une seule ont dit qu'elle avait eu tort. Aïcha, avec Maître Vergès, vous avez réussi à convaincre ce jury. J'imagine que vous êtes heureux ce soir. Oui. Nous sommes toujours heureux. Merci beaucoup, Maître Lombard et Bess Nielsen aussi. Vous avez réussi à les convaincre. Bess, vous attendiez à une autre réponse du jury? J'avais une petite inquiétude, oui, mais je suis très contente de la réponse. Il y a 5 qui sont pour, donc... En tous les cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette première de Star à la barre. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre émission de ce style. Passez une bonne fin de soirée sur Antenne 2. Au revoir.